Finalement, l'opération de sauvetage du pilote américain était un échec. La soi-disant opération de sauvetage de l'armée américaine, planifiée sous le couvert d'une opération d'évacuation immédiate et de fuite, sous prétexte de secourir le pilote de son avion abattu sur un aéroport abandonné dans le sud d'Ispahan, s'est soldée par un échec total, grâce à l'intervention opportune des forces armées de la République islamique d'Iran. Tout commence officiellement le 5 avril 2026, un dimanche matin posé. Le lieutenant-colonel, porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya en Iran, annonce que ce que les États-Unis présentent comme une opération de sauvetage est en réalité un échec total. Il n'a pas mâché ces mots. À la suite de cette opération glorieuse et victorieuse, le président américain vaincu tente, à la hâte et de manière mensongère, par le biais de la guerre psychologique, de fuir le théâtre de la défaite. Et comme par le passé, poursuit ses affirmations absurdes et ses manœuvres de diversion. Alors que la réalité même du champ de bataille démontre la supériorité des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran. Cette déclaration est immédiatement reliée par l'ensemble de l'appareil médiatique iranien. Press TV, Tasnim News, agence de presse phare, ainsi que des canaux officiels des gardiens de la Révolution sur Telegram et sur X. Selon Iran, les États-Unis ont tenté une opération de sauvetage rapide, ça ils l'ont fait, et ils ont échoué tout bonnement. Pire encore, cette tentative a entraîné la destruction de plusieurs appareils américains. Le média Press TV va jusqu'à titrer explicitement « Mission échouée, l'Iran détruit plusieurs avions américains lors d'une tentative de sauvetage ratée ». Tasnim et Fars confirment le bilan précis. 2 avions C-130 ou MC-130 détruits, ainsi que 2 hélicoptères Blackout. On a même des images qui ont été diffusées. De l'autre côté, la version américaine raconte une histoire totalement différente de celle de l'Iran, parce que Donald Trump et le Pentagone affirment que l'opération est un succès. Il explique que le second membre de l'équipage, un colonel officier d'armée, a été sauvé après 48 heures de cavale. Ils reconnaissent la destruction de leurs avions, des 2 C-130, mais les Américains insistent sur le fait que ce sont eux-mêmes, les Américains, qui ont détruit leurs propres avions pour empêcher la capture de technologies sensibles dans ces avions-là par l'Iran, donc pour empêcher que l'Iran n'étudie ces avions-là, surtout. Ils martèlent qu'il n'y a aucune perte humaine américaine. Trump va même jusqu'à qualifier l'opération de miraculeuse et d'audacieuse. Alors il vient de se passer quelque chose qu'on voit très rarement dans un conflit moderne. Lors de l'opération de sauvetage du second pilote américain dans le sud-ouest de l'Iran, les forces spéciales américaines ont récupéré leur homme. Mais au moment de partir, elles ont fait quelque chose d'inattendu. Elles ont elles-mêmes détruit leur propre avion, un C-130 de soutien, officiellement pour éviter qu'il ne tombe entre les mains des gardiens de la Révolution. Pendant ce temps, l'Iran affirme, lui, avoir abattu ce même C-130 par ses propres tirs. Si une opération de sauvetage dans une zone que les États-Unis bombardent depuis 5 semaines nécessite 36 heures et la destruction d'un avion américain supplémentaire, est-ce que la domination américaine sur le terrain iranien est aussi totale qu'on nous le dit ? On se souvient du contexte pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Le 3 avril 2026, un avion F-15 Strike Eagle américain est abattu dans le sud de l'Iran. Les 2 membres de l'équipage s'éjectent immédiatement. Il y a une prime de 60 000 $ qui est offerte à la population iranienne pour traquer en fait le soldat. Donc le territoire se transforme en une zone de chasse à l'homme. Le 4/04, selon la version américaine, il y a un premier pilote qui est récupéré, mais la traque continue pour le second dans un environnement extrêmement hostile. Montagnes, milices, population mobilisée, forces iraniennes déployées massivement. Puis arrive le 5 avril au matin, l'Iran annonce avoir intercepté une nouvelle phase de l'opération autour d'un aérodrome abandonné au sud, disparu. Donc ils ont empêché en fait les États-Unis de se déployer dans le territoire pour sauver leurs soldats. Et c'est là qu'ils parlent d'échec total américain. Les Américains venaient avec des équipements pour chercher le pilote et les tirs ont éclaté. Les équipements américains ont été détruits. Les vidéos des habitants qui sont en train de filmer les dégâts ont même circulé, montrant les ruines des appareils. On a même parlé d'un cimetière d'équipements américains pour vous dire à quel point ils ont neutralisé leurs appareils. Quelques heures plus tard, dans l'après-midi, Donald Trump annonce publiquement que le 2e pilote a été sauvé, donc les 2 pilotes sont sains et saufs. Comment s'est déroulée la traque exactement ? Dès leur arrivée au sol, les 2 hommes ont activé leur système de détresse, notamment les balises, CSEL, qui permettent d'envoyer des signaux cryptés via satellite, mais en face, la réaction iranienne est instantanée et lance tout le monde à la recherche des 2 pilotes américains, des 2 soldats. Dans les premières heures, la priorité américaine éclaire intervenir rapidement pour éviter une capture de ces soldats-là. Selon la version états-unienne, il y a un premier membre d'équipage
qui est localisé et exfiltré le 404. Cette première récupération est rapide, mais ça ne règle pas le problème principal parce que le second homme, un colonel officiel système d'armes, disparaît dans le relief. Oui, on ne le retrouve plus. Contrairement à une extraction classique, le colonel n'est pas resté sur le site du crash, il s'est éloigné et il a pris de l'altitude. Il a même dépassé les 2000 mètres et a commencé à se dissimuler dans les crevasses. Il a coupé toute communication vocale pour éviter d'être localisé par triangulation. Et il utilise uniquement sa balise de manière intermittente, avec des transmissions brèves, cryptées et irrégulières. Grâce à ça, ils deviennent donc extrêmement difficiles à détecter, même pour ses propres alliés, même pour les forces américaines. Pendant ce temps, la pression augmente. Au côté iranien, les unités bassides, le corps des gardiens de la révolution, les ministres locaux et même les civils participent activement à la traque. Le terrain complique encore plus la situation. On est dans une zone montagneuse fragmentée, avec des ravines, des crêtes, des zones isolées, ce qui rend toute extraction extrêmement risquée et compliquée. Chaque déplacement du pilote est une prise de risque, mais rester immobile augmente aussi les chances d'être découvert et capturé. Côté États-Unis, la réponse change de dimension. On ne parle plus d'une mission rapide, mais d'une opération complexe coordonnée sur plusieurs niveaux. Des drones MQ-9 sont déployés pour la surveillance, des satellites sont utilisés pour le suivi. La CIA est même impliquée pour le renseignement et la désinformation, c'est-à-dire créer l'embrouille. En fait, surtout le Joint Special Operation Command est immédiatement mobilisé pour préparer une extraction en profondeur. Le temps devient un facteur critique, parce que plus l'opération dure, plus le risque politique et militaire augmente. Entre le 4 et le 5/04, on entre dans une phase plus sensible. Le pilote est toujours en vie, mais il est traqué en permanence. L'extraction ne peut se faire que de nuit, avec une coordination parfaite entre les moyens aériens, les forces au sol et le renseignement. Donc comment? C'est dans l'après-midi que Donald Trump a dit qu'ils ont pu récupérer le pilote. S'ils n'ont pas pu le faire dans la nuit du 4 au 5 avril, étant donné qu'au petit matin encore l'attaque continuait, et tout en disant côté américain que le meilleur moyen de l'extrader ce serait dans la nuit, il y a un problème. C'est déjà une contradiction majeure, ou quoi? Ils ont trouvé un moyen de l'extrader en journée. Le centre de gravité de l'opération se déplace, donc on passe d'une zone montagneuse du sud-ouest à un aérodrome abandonné situé au sud disparu, au centre du pays, ce qui implique soit une redirection volontaire de l'opération, soit une manœuvre de diversion, soit l'existence de plusieurs phases distinctes menées en parallèle. Ce déplacement correspond précisément au point où les deux versions américaines et iraniennes deviennent totalement incompatibles. Le 5 avril au matin, l'Iran annonce que cette phase a été interceptée et neutralisée, donc les États-Unis n'ont pas pu mener à bien leur mission. Ils parlent d'une opération américaine déjouée avec des destructions d'appareils sur les aérodromes. Cette version est diffusée immédiatement par l'ensemble des canaux officiels iraniens, sans divergence. Et Trump, de son côté, annonce la libération effective du pilote. Alors la version officielle, c'est qu'il s'agit d'un échec cuisant pour les États-Unis. Les gardiens de révolution affirment officiellement que les Américains ont perdu 6 appareils, 2 avions, 730, 2 hélicoptères Black Hawk, 2 drones, donc parmi les plus modernes de l'armée américaine, un drone Hermes 900 et un drone MQ-9, donc ces appareils très modernes, en plus de donc des 3 hélicoptères qui ont été touchés donc hier par des tirs, donc qui étaient ceux qui survolaient en la région, et aussi donc l'avion F-15 qui a été abattu donc il y a 2 jours, il y a 48 heures. Ça fait un total de 10 avions et donc les Iraniens estiment que c'est un échec cuisant pour les Américains, même si donc le second pilote a pu être récupéré et être exfiltré donc de cette partie de l'Iran. Ce que de nouveaux détails sont donnés de par l'agence Fars, qui était l'agence proche des conservateurs, proche des gardiens de la Révolution, qui affirme qu'en fait l'opération a commencé vers 2 heures du matin, donc les habitants ont entendu le bruit des avions, donc elles qui sont venues, donc se atterrir dans cette région du sud de la province du distant, là. C'était la base arrière pour ensuite envoyer des hélicoptères pour aller chercher le pilote américain, et que là, immédiatement, il y a eu un encerclement de ces avions qui ont été touchés, alors que soit au sol, soit dans le ciel. Sur les réseaux sociaux, on voit même une vidéo d'un hélicoptère Blackout qui est visé dans le ciel. Il n'y a pas moyen de le vérifier pour savoir si c'est un de ces hélicoptères qui a été touché. En tout cas,
Donc il y a eu un enseignement de ces appareils et des militaires américains à cet endroit-là. L'agence Fars nous parle même de témoignages d'habitants de la région qui affirment avoir vu des soldats, des corps de soldats américains tués lors des échanges. De ce que je veux dire, ce qui est certain, c'est que côté iranien, on parle de 9 morts et de 8 blessés qui ont été transportés à l'hôpital du Yasouj, qui est à quelques dizaines de kilomètres de cet endroit-là. Donc il y a eu bien des accrochages, donc rapprochés, et selon cette agence, toujours, il y a toujours des éléments, alors il ne parle pas d'Américains, et je cite des éléments qui sont restés à l'arrière et qui n'ont pas pu repartir avec donc les Américains qui sont partis, donc avec le pilote, et donc il y a toujours des courses-poursuites entre ces éléments et leurs soutiens donc locaux avec les forces de l'ordre, les forces armées iraniennes dans cette région montagneuse. Bon, derrière le récit militaire et la guerre de communication, vu que chacun a sa version des faits, il y a une réalité qui s'impose. Elle est froide, elle est objective, c'est le cours réel de cette opération et le message qu'elle envoie sur le plan matériel. Même en prenant uniquement les éléments reconnus ou évoqués des deux côtés, on parle d'une opération extrêmement lourde. Les estimations croisées situent dans le coût global de cette mission à 500 millions de dollars pour les États-Unis. Oui, les États-Unis, pour mener cette mission, ont perdu 500 millions de dollars et on n'inclut même pas dans ça la perte initiale du F-15 abattu le 304. Non, on ne compte même pas ça. Rien que l'opération d'extraction, 500 millions de dollars. Sur le plan humain, comme d'habitude, les États-Unis insistent sur l'absence de pertes humaines, ils n'ont perdu personne et ils parlent même de sauvetage complet des 2 membres de l'équipage avec un pilote blessé mais vivant. Voilà, c'est tout. Il a juste un peu soif, il doit s'hydrater. C'est à croire que ces gars sont immortels. Vraiment. Même les avions détruits n'avaient personne dedans. Les balles dans les salves de tir ont esquivé les militaires américains. C'est incroyable. C'est plus grave qu'un film. Vous voyez ce moment dans les films américains où le héros se prend des rafales de balles, rien ne touche lui, par contre il tire une balle, ça touche direct. Du côté iranien, les images sont diffusées, et ces images-là jouent un rôle central dans la stratégie de communication, parce qu'au moins, du côté iranien, il y a des images. On voit les débris carbonisés des appareils américains, on voit les débris des fuselages calcinés, les morceaux de retour et la fumée noire dans la zone désertique disparante. Au moins, les Iraniens, ils ont des images pour appuyer leur dire sur le fait que l'opération américaine était un échec. Les sources américaines, de leur côté, évoquent clairement le rôle de la CIA, mais plutôt dans une campagne de désinformation. Non, vous n'avez pas mal entendu, la CIA est intervenue pour mal informer les gens, pour embrouiller les gens. Avant même que le pilote ne soit localisé avec précision, des informations fausses ont été diffusées dans les réseaux iraniens. Le message était volontairement trompeur, il disait que le pilote aurait été récupéré et serait déjà en cours d'exfiltration. L'objectif était de détourner les recherches iraniennes et de créer de fausses pistes pour pouvoir gagner du temps et permettre l'arrivée des forces spéciales. Donc il n'est pas impossible que nous soyons toujours dans ça. La manière dont spontanément tout le monde en Occident a commencé à parler de l'extradition du soldat, du sauvetage du soldat, du fait que c'était acté, le but était très probablement de faire baisser la garde du côté iranien, surtout pour les civils qui sont en train de traquer le pilote. Alors, les deux récits les sont organisés, mais ils sont incompatibles entre eux, c'est normal. Par contre, je vous avoue, j'aurais tendance à croire la version iranienne aussi. Il y a une vidéo qui montre un soldat capturé qui a commencé à circuler, mais je pense que cette vidéo est un fake. Au mieux, c'est de l'IA, au pire, c'est une autre affaire qui est détournée. En tout cas, dans les médias officiels iraniens, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas encore de vidéo publiée sur un canal officiel de l'Iran. Pas encore, j'insiste. L'absence de preuves complique un peu la situation et il n'y a rien qui valide définitivement la version américaine. Au moins, la version iranienne a des images. Là, je suis en train de parler des images d'appareils brûlés. Il y a d'autres images qui circulent, comme celle du fameux soldat arrêté, mais ce n'est pas confirmé. Les déclarations américaines, de leur côté, jacassent beaucoup, c'est ça, écrivent beaucoup, mais rien n'est confirmé et rien n'est clair, et du côté américain, ils n'ont même pas de preuves. On se retrouve donc dans une situation où il faut croire l'un, ou alors ne croire personne. Donc je vous pose la question, entre faire confiance aux informations américaines et faire confiance aux informations iraniennes, vous choisissez quoi ? Sachant qu'ils ont bien précisé eux-mêmes que la CIA est intervenue pour désinformer les gens. J'attends vos réponses en commentaire.
Ce qui compte, au final, c'est quelle version va s'imposer dans l'opinion publique. Si les États-Unis avaient récupéré leur pilote, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas de vidéo de lui non plus? Ils ont bien sorti cet argument pour l'Iran, que si l'Iran avait récupéré le pilote, pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas de vidéo du pilote en question? Nous, on retourne la même question aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas de vidéo du pilote? En tout cas, si une grande partie des gens a tendance à faire davantage confiance à la version iranienne qu'à celle des États-Unis, ce n'est pas uniquement lié à cet événement précis, ou au fait qu'ils ont avoué que la CIA menait des opérations de désinformation, mais c'est plutôt un historique. Toute une histoire, c'est toute une mémoire et donc une lecture du monde qui est bien installée. Les États-Unis sont une puissance qui a déjà manipulé l'information à plusieurs reprises dans des contextes de guerre. L'exemple le plus connu reste l'Irak en 2003, avec les armes de destruction massive qui n'ont jamais été retrouvées. Ce type d'épisode laisse donc des traces durables. Résultat, quand Washington affirme aujourd'hui qu'une opération est un succès total, sans perte humaine, avec une destruction volontaire de ses propres équipements, tout ça sans montrer aucune preuve, c'est normal qu'une bonne partie du public mondial reçoit cette version avec méfiance. Quand on écoute sans faire ça, même on y croit. Rien que depuis le début de cette guerre, les États-Unis ont beaucoup menti à plein de reprises, ils mentent constamment. Déjà depuis le début, personne ne croit au fait, à leur déclaration selon laquelle il n'y a aucune perte dans leur rang. Mais bon, le Pentagone continue de l'affirmer et de le marteler. En face, la version iranienne bénéficie d'un autre avantage. Ça s'appuie sur des images des débris, des carcasses d'avions, des vidéos qui circulent et rapidement. Dans une guerre de l'information, ce qui se voit a plus d'impact que ce qui se déclare. Quand on montre l'image d'un avion détruit, et quand on dit que l'avion n'est pas détruit, vous, à votre avis, les gens vont croire quelle version? Au final, ce n'est pas seulement une question de fait, donc c'est une question de confiance, histoire de perception et même de camp, oui. En tout cas, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos avis, vos analyses, et on se retrouve une